On me débaptise souvent, c'est Bourbeau. Là, je suis consciente que j'ai une limite majeure qui s'appelle l'hypoglycémie collective. Mais on va voir que d'avoir une glycémie qui est faible est un facteur très intéressant en cancérologie. Donnez-moi une petite seconde. Bon, comme tout bon soldat, je vais commencer par remercier la Fondation pour cette opportunité qui est renouvelée une 2e année dans mon cas. Je me considère privilégiée vraiment d'être invitée à partager mon expérience clinique et mes recherches à titre de naturopathe agréée, spécialisée en accompagnement auprès des gens qui sont confrontés au cancer. Là, je dois enchaîner avec un avertissement. Ah, OK, ça, c'est parti. Il faut juste que je m'organise, comme M. Godbout l'a mentionné. Ça ne sera pas très long. Bon, l'avertissement, c'est que j'ai un défaut de fabrication et une grande qualité. Ils sont incompatibles. Je suis généreuse et je ne gère pas le temps. Un peu à l'image de Dr Fortin. Donc, voilà. Je vais utiliser double technologie dans mon cas. Voilà. OK. Donc, comme c'est incompatible, je vais me timer en bon français. Je me donne des outils, là, tu sais. OK. Oui, je le sais. Puis elle est proche avec ses numéros. OK, voilà. Donc, fidèle à moi-même, j'ai assurément trop d'informations à vous partager versus le temps qui m'est alloué. Donc, j'aurai peut-être pas le temps de répondre aux questions en groupe, mais je vais rester disponible à la suite, à la fin de la conférence, pour répondre en individuel. Et aussi, ma présentation va être disponible via le site web de la Fondation pour un visionnement ultérieur si vous trouvez que je tourne les coins ronds ou que je vais un peu vite sur certains aspects. Donc, force est de constater que l'alimentation est malheureusement un sujet qui est négligé et duquel on se détourne fréquemment en oncologie. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les répercussions métaboliques de nos choix alimentaires et je souhaite d'abord initier une réflexion. Et pourquoi pas vous convaincre que l'assiette ne sert pas seulement à apporter des calories, mais peut représenter réellement une stratégie thérapeutique non toxique, sécuritaire, compatible, mais surtout avantageuse lors de traitements conventionnels du cancer. Donc, on va voir qu'une diète peut faire partie de la solution. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'approche cétogène. Les points abordés seront les suivants. Je vais brièvement couvrir ce qu'on appelle les hallmarks en anglais, les capacités et les caractéristiques universelles de la cellule tumorale ou de l'unité tumorale. C'est des choses qui sont distinctives par rapport aux cellules saines. Je vais prendre une de ces capacités-là, qui est la reprogrammation. Je vais vous dire des petits noms, mettez ça dans votre poche, puis on ira prendre un café, on en reparlera, okay, si vous ne me suivez pas complètement. Okay? Donc, je vais reprendre une de ces capacités-là qui s'appelle la reprogrammation du métabolisme énergétique. Et on va voir à quel point c'est une stratégie de survie très bien structurée au niveau tumoral. Puis, on va voir comment la diète va venir influencer ce facteur-là. Et on va voir que c'est le facteur central qui influence tous les autres comportements de la cellule tumorale. Donc, on va voir qu'on a une porte d'accès thérapeutique intéressante à partir de notre couteau puis de notre fourchette. Donc, l'approche cétogène fait partie de cette thérapeutique-là qu'on peut utiliser au quotidien. Donc, on va voir la pertinence de cette approche-là. Et tout ça, évidemment, vous est présenté dans un but de développer ensemble une approche qui est plus intégrative et plus globale en oncologie au Québec. Et je dois vous avouer que je vais démoniser le sucre, okay? Et je vais extirper au moins intellectuellement votre dent sucrée. Ça, c'est mon objectif aujourd'hui. Donc, on va commencer avec les particularités biologiques qui distinguent la cellule tumorale versus une cellule saine, ou ce qu'on dit souvent une cellule normale. Donc, il y a 10 déterminants qui vont influencer le devenir tumoral, ce qui va permettre à la cellule de croître, d'évoluer et de migrer dans le corps. Ces 10-là sont un comportement, en fait. C'est des caractéristiques qui sont distinctives et que la cellule tumorale va acquérir en cours de développement.
Quand on fait un traitement, radio, chimio, un traitement plus ciblé, bien, on vient travailler sur ces aspects-là ici. Je vais juste les énumérer de façon assez sommaire. Là, j'ai 2 pitons. OK. On appelle ça les hallmarks en anglais. Si vous faites une recherche, vous allez tomber sur énormément d'informations. C'est la base même de ce qui fait la distinction entre ce qui est un tissu tumoral et un tissu qui s'exprime sainement. Le premier, c'est l'instabilité génomique. Donc, quand on voit le terme génomique, on se réfère au génome, donc au gène. On sait que dans une cellule tumorale, dans toutes les cellules, en fait, il y a des gènes qui sont suppresseurs de tumeurs, il y a des gènes qui sont favorables à la tumeur. Et dans un cas tumoral, c'est qu'on a éteint ce qui nous protégeait et on a allumé ce qui était problématique. Donc, on sait que dans une cellule tumorale, il y a une instabilité au niveau des gènes. La cellule tumorale a la capacité de proliférer de façon soutenue. Elle est insensible aux inhibiteurs de croissance. C'est ce qui va lui permettre, en fait, de croître et de proliférer dans un tissu. La cellule ou l'unité tumorale a la capacité de résister à la mort cellulaire. La mort cellulaire, c'est ce qu'on appelle l'apoptose. C'est une date d'expiration qui est inscrite sur chacune des cellules du corps, mais la cellule tumorale, elle ne répond plus à ce signal-là qui devrait normalement mettre fin à son existence. Okay? Donc, elle va fuir l'apoptose. Elle a une capacité immortelle de réplication. Le 6e point, c'est les 15 prochaines minutes. Si je parle vite de même, peut-être 12. Le numéro 6, la reprogrammation du métabolisme énergétique. Et ça, c'est quelque chose qui a été seulement ajouté de façon officielle en 2011. Mais ça fait 87 ans qu'on attendait ça. Ça fait 87 ans qu'on connaît ça. Donc, 1924 est la date où on a été capable, à force d'observation, de remarquer qu'il y avait quelque chose là. Mais bon, en science, il faut s'armer de patience. On est rendu là. Ça, c'est le point sur lequel je vais mettre un peu plus d'emphase aujourd'hui, parce qu'on va voir que par la reprogrammation, quand je parle de métabolisme énergétique, c'est la façon que la cellule va créer son énergie pour grandir, proliférer, envahir, faire des métastases, tout ça. Fait que c'est un noyau très important sur lequel, bien, la naturopathie, on peut travailler. Okay? Puis ça va influencer tous les autres comportements. L'unité tumorale va créer elle-même un micro-environnement qui est inflammatoire parce que ça va lui servir. C'est passionnant d'étudier la cellule tumorale. Hein. C'est un univers qui, on s'est souvent fait dire que le cancer, ça se développe, ça se reproduit, ça se réplique de façon anarchique. C'est très structuré. Et une cellule, qu'elle soit tumorale ou qu'elle soit saine, a droit à la vie. Et elle cherche à vivre. Donc, la cellule tumorale, dans un environnement qui est plus challengeant en bon français, va trouver des stratégies d'adaptation aussi. Fait qu'on va voir que le micro-environnement, ça en est une. Ensuite, on a la capacité d'angiogénèse. L'angiogénèse, c'est des voies d'approvisionnement, c'est des petits capillaires sanguins que la cellule tumorale va créer elle-même afin de venir se nourrir, d'aller chercher, d'aller exporter ses produits inflammatoires, affecter son environnement, son micro-environnement inflammatoire, mais aussi de venir chercher les nutriments pour augmenter son volume. Et ça, c'est spécifique aux cellules tumorales. Donc, elle a la capacité d'envahir et de faire des métastases. Je pense que ça, c'est clair pour tout le monde, ces termes-là. Et depuis 2011 aussi, on a constaté que de par le micro-environnement inflammatoire, la cellule tumorale, elle s'évade de la défense immunitaire, de l'attaque immunitaire. Donc, je commence en mettant la table. Okay. Évidemment, moi, j'ai 1 heure, fait que je ne vous ferai pas 8 services. Là. On va aller un petit peu vite. Je vais vous donner des petites notions de biochimie. On va commencer par la base, qui est une cellule. Une cellule a besoin de créer de l'énergie. Et quand je parle d'énergie, c'est créer la vie. Okay. Pour qu'une cellule soit viable, elle a besoin de carburant.
Une cellule a la possibilité d'utiliser les 3 nutriments qu'on retrouve dans l'alimentation, le glucose qui vient des sucres, donc les glucides, les lipides qui proviennent des gras et les acides aminés qui proviennent des protéines. C'est la raison pourquoi on mange, hein, c'est pour aller chercher ces nutriments-là et la cellule va les utiliser dans un but de créer de l'énergie. Les cellules ont toujours une préférence, c'est métaboliquement plus facile et plus rapide, c'est de choisir le glucose en premier. Ça, c'est pas une affaire tumorale, c'est une cellule, point. Okay? Il y a des différences quand que je parle du métabolisme énergétique qui est reprogrammé dans une cellule tumorale. Oups, il faut que je change ce piton-là aussi. La différence, elle est celle-ci, elle est capitale d'être bien comprise pour que vous compreniez la logique en arrière de ma démarche aujourd'hui. Okay? Un tissu différencié, c'est un tissu qui est sain, okay? Qui s'exprime sainement. Il y a 2 contextes dans lesquels on crée l'énergie dans le corps humain, c'est en présence d'oxygène ou en absence d'oxygène. Donc, en présence d'oxygène, je vais prendre ma molécule de sucre, donc de glucose, je vais le transformer dans une molécule qu'on appelle un pyruvate. Le petit espace gris ici, une petite bébite, on dirait, là, c'est un organelle qu'on appelle une mitochondrie. Et à travers la mitochondrie, je vais créer 36 unités d'énergie qu'on appelle l'ATP. C'est un très bon rendement. Okay? C'était 1 pour 36. Vous me donnez une pièce, je vous en donne 36, on va signer un contrat. Okay? Donc, ça, c'est la façon qu'on appelle avec oxygène. On appelle ça, le beau terme, c'est phosphorylation oxydative ou OXPHOS. Okay? Pas besoin de retenir celle-là. Le tissu qui est sain, quand l'oxygène est moins disponible, je vais aussi être capable de créer l'énergie. Ça va être moins rentable, comme on le voit. Donc, en absence d'oxygène, ma molécule de sucre, qui est toujours mon carburant préférentiel, va se transformer aussi en pyruvate, mais je ne peux pas utiliser cette petite bébite-là qu'on appelle la mitochondrie. Donc, je vais prendre une voie qui est analogue et je vais créer de l'acide lactique. Et cet acide lactique-là m'apporte aussi un potentiel d'énergie qui est beaucoup moins rentable, en 10 fois moins rentable, qui me donne 2 énergies, deux unités d'énergie. On appelle ça la glycolyse anaérobique, donc la lyse du glucose, glycolyse, anaérobique, parce que je n'ai pas d'oxygène. Ça, c'est tout à fait normal. Okay? On n'a pas besoin de porter attention à ça, ça se fait de façon naturelle dans le corps. La cellule tumorale, elle a une stratégie, elle. Donc, elle, ce qui est spécifique, c'est que qu'il y ait présence ou pas d'oxygène, la cellule va étonnamment utiliser la voie du lactate, qui est quand même moins rentable au final. Okay? Et ça, c'est quelque chose qui est particulier parce que dans la vie, ça c'est une phrase importante, là. Dans l'univers de la vie, quand il y a de l'oxygène, il n'y a pas de fermentation. Okay? C'est l'absence d'oxygène qui fait fermenter. Mais la cellule tumorale, elle, qui ait de l'oxygène ou qui n'en ait pas, c'est comme si elle fait sourde oreille, puis elle va créer la fermentation en passant par le lactate. On appelle ça l'effet Warburg. Vous avez ici... Ah, j'ai un pointeur. Hein? Ouais. Bien, vous me suivez, hein? Ça va? Mon pointeur naturel. Oui, mais c'est parce que ça me fait tellement de pitons, tu sais, la minuterie, là. Mais bon, si vous êtes perdu dans mes... Mais, d'après moi, je ne suis pas le pire. Okay? Donc, comme je disais, cette capacité-là de dire, ben moi, qui ai oxygène ou pas, je vais fermenter, ça s'appelle l'effet Warburg. Okay? C'est ce qui a été découvert en 1924 par un médecin et chercheur, Otto Warburg, en Allemagne, 3 fois nominé au prix Nobel de médecine et de physiologie. Donc, c'est quelque chose qui est bien connu et c'est quelque chose qui s'exprime dans la grande majorité des cellules tumorales. Okay? Donc, ma cellule tumorale va fermenter le sucre, okay, à 90 %. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des petits organelles, les petites mitochondries qui sont complètement dysfonctionnelles, c'est juste que c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus stratégique. Je vous expliquerai la logique en arrière tantôt, de faire fermenter le sucre plutôt que de passer via cet organisme-là. Donc, en science, hein, faire des affirmations sans aucune référence, ça n'a pas grande valeur. Donc, des références, j'en ai des tonnes de copies. Pour ceux qui savent, ça date. Les jeunes, ils ne comprennent pas ce que je viens de dire. Des tonnes de copies. Hein. 35 ans, 40, 50 ans, on sait de quoi je parle.
Donc, qu'est-ce que la littérature nous dit par rapport à ce que je vous ai énoncé? C'est que la glycolyse aérobique, donc la dégradation du sucre en présence d'oxygène, donc la fermentation en présence d'oxygène, ce qui est spécifique aux cellules tumorales, est exprimée dans plus de 70% des cancers primaires, donc le premier foyer, et dans 90% des cancers en métastase. C'est ce que je vous disais, c'est Otto Warburg en 1924 qui a été le premier à identifier ça. Ça représente une stratégie. Il y a toujours une logique en arrière de ça. C'est la meilleure stratégie pour obtenir une quantité soutenue, mais rapide en énergie, afin de rencontrer les exigences de prolifération. Hein. Une cellule tumorale, vous en êtes témoin, ça peut être petit et prendre de l'ampleur de façon très, très, très rapide. Donc, il y a un moteur, un besoin d'énergie qui est augmenté. C'est seulement les cellules cancéreuses qui sont capables d'optimiser cette voie-là de fermentation du sucre, qui vont survivre et qui vont créer des tumeurs. C'est aussi celle-là qui, mis à part la survie, va créer une métastase. C'est dit, je reprends de l'information, là, que cette capacité-là a été reconnue officiellement dans les caractéristiques d'une cellule tumorale de façon officielle par la science. La glycolyse, donc la fermentation du sucre dans des conditions où il y a de l'oxygène, est particulièrement élevée dans les cancers agressifs. Et on dit plus une cellule a la capacité de fermenter rapidement le sucre, plus elle va devenir agressive. Les cellules cancéreuses vont préférer tout de même utiliser la glycolyse, même s'ils ont la capacité de passer par la petite bébite qui a un meilleur rendement. Parce que c'est beaucoup plus rapide. Et par rapport au glioblastome humain, on le sait que la glycolyse, c'est ce qui est la voie préférentielle aussi de ce type de tumeur-là. Oups, là, c'est pointeur. Voilà. J'ai repris pour le visuel les différents types de tissus d'origine où on trouve les tumeurs, le type de cellules tumorales et le métabolisme énergétique qui est prédominant. Donc, on peut juste se limiter à la première ligne, qui est vraiment les cancers, les tumeurs cérébrales. Et on voit que de façon prioritaire, la cellule va utiliser le sucre, va faire fermenter le sucre, donc la glycolyse. Et au niveau glioblastome multiforme et astrocytome de l'unicellulaire C6, le OXPHOS, donc la phosphorylation oxydative, c'est de passer par la petite bébite mitochondrie. C'est aussi présent, mais ce n'est pas pour créer de l'énergie, mais plutôt pour augmenter la biomasse. Ça veut dire juste les éléments de structure. Okay? Mais la façon que la cellule va croître, va évoluer, va prendre du volume, dépend de la fermentation du sucre. On va aller un petit peu plus en détail, parce qu'il y a une stratégie, comme je vous disais en arrière de ça. Normalement, si j'utiliserais l'oxygène comme moteur, je créerais beaucoup plus d'énergie. Hein? Une unité de glucose me donnerait 36 unités d'énergie. Quand je n'utilise pas le sucre, comme dans le cas, pas le sucre, quand je n'utilise pas l'oxygène comme le cas des cellules tumorales, à ce moment-là, je crée seulement 2 unités d'énergie. Je dois compenser cette perte-là de rendement. Donc, la façon que la cellule a développé dans sa stratégie, c'est qu'elle va enclencher un appétit féroce pour tout ce qui est glucidique, tout ce qui est sucré. Et quand je parle de sucre, là, je ne parle pas de pudding chômeur. Là. Bien, entre autres, oui. Okay? Oui, là, je viens de saboter votre dîner. Là, vous allez voir, là, vous allez vous sentir coupable de prendre un dessert. Okay. Donc, la cellule va se goinfrer. Hein? Et quand je parle de sucre, je parle de glucose, je parle de fructose, donc de fruits aussi, okay? Qui sont quand même, qui offrent quand même des paramètres intéressants du cancer. Mais l'unité fructose de sucre dedans peut poser problème. Le saccharose, le miel, le jus de fruits, le malt d'orge, le sirop d'agave, le sirop d'érable, bio ou pas bio, ça change rien. Les fruits secs, le sucralose, l'amidon, la patate, le sucre de canne, la cassonade, c'est ce qu'on mange, hein? Des céréales. Puis les céréales, c'est pas juste les céréales à déjeuner, là, c'est aussi l'amarante, le quinoa bio, le riz, tout ça. Les farines, que ce soit avec gluten ou sans gluten, ça n'a pas d'impact à ce point-ci. Okay? Donc, tout ce qui, au final de la digestion, m'apporte du sucre est un moteur parfait pour que la cellule tumorale puisse le fermenter et augmenter son volume et son agressivité.
Okay? Donc, la cellule tumorale, très stratégique, elle va consommer de 10 à 50 fois plus de sucre que les cellules normales et va utiliser ce glucose-là près de 100 fois plus rapidement. Donc, quand on mange sucré, la première cellule à mettre la main sur le buffet, c'est la cellule tumorale. Une autre stratégie, quand je mange du sucre, le pancréas va sécréter de l'insuline. C'est très physiologique. L'insuline va me permettre de faire rentrer le sucre, c'est comme un douanier sur ma cellule, faire rentrer le sucre à l'intérieur de ma cellule. Donc, la façon de venir augmenter le rendement, hein, parce que là, je passe d'un rendement de 1,36 à 1 pour 4, 1 pour 2, tout dépendamment, là, mais j'ai besoin d'augmenter le nombre de récepteurs qui va venir chercher le sucre. Okay. Donc, on va augmenter le nombre accru de récepteurs à l'insuline. Et il y a d'autres enzymes qui sont impliquées. Quand je pars de l'unité glucose, donc je mange du sucre, mon unité de dépense est glucose, jusqu'à temps qu'elle rentre, que je crée de l'acide lactique, j'ai 10 étapes. J'ai 10 enzymes impliquées dans la dégradation progressive. Donc, pas besoin de retenir les noms, mais grosso modo, là, les enzymes qui sont impliquées dans cette dégradation-là pour m'amener mon unité avec lequel je vais créer mon énergie, elles sont surexprimées. La HK, c'est l'exokinase. Le PFK, c'est pas le poulet frit Kentucky, mais peut-être la panure autour. C'est la phosphofructokinase. Et il y a d'autres transporteurs qui ne sont pas tous sensibles à l'insuline, okay? Mais qui s'appellent les glutés. Ce sont des transporteurs membranaires qui servent de douaniers aussi. Certains sont sensibles au glucose. Il y en a d'autres, pas au glucose, à l'insuline. D'autres sont indépendants. Ils sont très impliqués dans les tumeurs cérébrales également, le gluté1, le gluté3, entre autres. T'sais. Donc, eux autres vont s'assurer qu'il y a un approvisionnement constant. Tant que je mange du sucre, je vais avoir cet approvisionnement-là en carburant. Donc, les glutés, qui sont des transporteurs sur les membranes des cellules, vont être de 10 à 12 fois plus exprimés dans une cellule tumorale qu'une cellule saine. L'exokinase, qui est la première enzyme qui intervient dans la dégradation du sucre, selon les lignées cellulaires, elle va être surexprimée de 20 à 306 fois. Puis, l'enzyme PFK peut augmenter jusqu'à 56 fois. C'est vraiment pour vous dire qu'il y a un turbo qui se pense au niveau tumoral pour que toutes les unités de glucose aient de façon en tout premier lieu, sert à la tumeur plutôt qu'à créer de l'énergie de base. Okay? Donc, comme je vous disais tantôt, c'est le degré de fermentation qui est proportionnel au degré de croissance maligne. Plus la cellule va avoir accès à ce sucre-là, qu'elle va augmenter sa glycolyse, plus la cellule va devenir agressive et va devenir... parce qu'on a des stades. Hein? Fait qu'elle va faire avancer le stade aussi au niveau tumoral. Un petit visuel, comment est-ce que ma cellule va user de stratégie? Donc, c'est que quand je vais consommer du sucre, j'ai une influence sur un facteur. C'est un facteur épigénétique, l'alimentation. Okay? Donc, c'est un facteur. L'épigénétique, c'est le comportement, grosso modo, hein, parce que ça, c'est une autre conférence, là. Mais l'épigénétique, c'est comment est-ce que mon comportement, mais ça peut être mon âge, ça peut être les médicaments, ça fait partie de mon environnement, là, comment mon environnement va influencer l'expression de mes gènes. Ça ne fait pas des mutations génétiques, mais ça fait qu'il y a des gènes qui s'allument, des gènes qui s'éteignent. Okay? Donc, la consommation de sucre soutenu est un facteur épigénétique qui vient influencer cette glycolyse-là, la fermentation du sucre. Et la glycolyse, elle, vient modifier l'expression des gènes qui vont servir à la cellule tumorale pour croître. Donc, je vais modifier l'expression de mes gènes au niveau tumoral. Les gènes qui sont favorables à la captation de sucre sont surexprimés et les gènes qui sont favorables à ce que j'utilise mon unité structurelle qui est la mitochondrie, la petite bébite grise, là, vont être supprimés. Donc, je crée un micro-environnement parfait. C'est une tempête parfaite. Donc, tant que j'apporte du substrat, tant que je mange du sucre, tant que mon corps, parce que je peux ne pas manger de sucre, mais je crée encore du sucre. Okay? On ne tombe pas à zéro neutre glucose dans le corps, là. Le foie va créer de la néoglucogénèse, va prendre d'autres unités qui ne sont pas glucidiques, puis va les transformer en sucre. Mais
tant que j'ai une glycémie qui est élevée, bien, je vais maintenir tout ce qui est participatif à la tumeur. Okay? Il y a plusieurs intervenants là-dedans. On va en voir quelques-uns. On va passer un petit peu plus de temps sur l'importance de l'insuline versus le cancer. Puis, je ne parle pas, bon, c'est connu, les diabétiques sont plus sujets à développer des cancers, okay? Mais ce n'est pas une présentation exclusive pour diabète, là. Vraiment pas, OK? L'insuline, elle intervient à chaque fois que je mange une sandwich, à chaque fois que je mange un spaghetti, à chaque fois que je mange un bol de riz, quand je mange, évidemment, un dessert, ma demande d'insuline va être proportionnelle à la quantité de sucre. Mais à chaque fois que je mange quelque chose qui, au final, m'apporte du sucre, l'insuline, elle intervient. Okay? Donc, c'est vraiment pour tout le monde ici, là. Okay? À titre visuel, hein, je trouve ça quand même spectaculaire de voir que depuis, bon, c'est aux États-Unis, c'est toujours pire, okay? Mais de voir notre consommation de sucre dans ce qui était répertorié, là, bien sûr. Tu sais, comment est-ce que ça a évolué dans le temps? Hein? Donc, en 1700, la consommation moyenne en sucre par personne était de 4 livres par année. 100 ans plus tard, elle est passée à 18 livres par année. En 1900, donc 200 ans plus tard, il y a un gros boom, hein, 90 livres par année. Puis en 2012, il y a près de 50% des Américains qui consomment une demi-livre de sucre par jour et 180 livres par année. Donc, on va voir qu'on est un peu tout sujet. L'industrie nous propose des choses très, très, très appétissantes, très glucidiques. Hein. Vous allez voir qu'avec mon approche, c'est plus compliqué de faire l'épicerie. C'est peut-être juste le petit accroc de la qualité de vie, okay, que je vais accrocher un petit peu. Okay? C'est votre aspect social. Okay? Mais sinon, vous allez voir, je ne vais pas vous abîmer. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la littérature par rapport à ce que j'avance? Donc, l'insuline et une glycémie élevée. Une glycémie, c'est le niveau de sucre dans le sang. Donc, quand le taux de sucre est élevé dans le sang, augmente le taux de prolifération tumorale de 20 à 40 fois. Donc, c'est un facteur promoteur, c'est un turbo. Le glucose régule la production d'insuline. Hein? Quand je mange du sucre, mon pancréas sécrète de l'insuline. Et quand j'ai de l'insuline, l'insuline vient augmenter les facteurs de croissance. Et il y en a un important qui s'appelle un IGF-1. C'est Insulin Growth Factor number 1. Okay. Donc, ce taux-là de IGF est associé à la croissance tumorale aussi. C'est un facteur de croissance. Donc, ça va permettre à ma cellule tumorale, qui va l'exprimer, de croître rapidement. Et ça, c'est beaucoup plus relié au comportement alimentaire qu'un changement au niveau de l'expression des gènes. Donc, c'est quelque chose avec lequel on peut participer volontairement, de modifier ça ici. Dans plusieurs études, il y a une relation très intime là, entre le taux d'insuline élevé et certains types de cancers, pancréas, cancer de l'ésophage, du foie, du côlon, rectum, estomac, prostate, sein. Des études soulignent que le taux élevé d'IGF-1 sont associés à un risque accru aussi de mortalité par cancer. Le IGF-1 est considéré comme un biomarqueur de l'angiogénèse et de la progression tumorale. L'angiogénèse, si vous vous souvenez, je vous en ai parlé tantôt, c'est mon système d'approvisionnement. C'est les genres de petites tentacules, tu sais, qui amènent l'invasion, comme on avait vu dans la présentation du docteur Fortin. Hein. C'est pas toujours circonscrit une tumeur. Hein. Ça a des petites voies, là, des petites échappées cellulaires. Fait qu'on a ça, le caractère invasif dépend de ça. Donc, on voit que l'intervention de l'insuline fait pas bon soldat ici. Okay. Le niveau élevé d'insuline et de facteurs analogues de croissance, qui est relié à l'insuline, va favoriser la survie cellulaire et l'évolution vers une tumeur qui est maligne plutôt que vers l'apoptose. La cellule arrive à un carrefour où, si elle devient plus agressive, elle ne va pas choisir la mort cellulaire, elle va la contourner. Puis on sait que plus le taux d'insuline est présent dans le sang,
plus la cellule va résister à cette mort cellulaire-là. Donc, parmi les gènes, c'est une protéine là, qui est codée génétiquement, une protéine qu'on appelle la P53, c'est ce qu'on appelle la gardienne du génome. Quand on réplique une cellule, il y a un gardien, hein, la P53, qui surveille, on va dire ça de même, c'est une équipe de surveillance qui va surveiller qu'est-ce qui se passe. Puis si dans la réplication, il y a une tare génétique, il y a un problème, normalement, on devrait avorter le projet. Okay? Ce qu'on sait, c'est que la glycémie qui est élevée va inhiber cette surveillance-là. Okay? Ça fait partie des stratégies aussi tumorales. L'insuline entraîne toujours des réponses inflammatoires. Je vous avais dit au début de la présentation que dans les capacités et les caractéristiques d'une cellule tumorale, il y avait ce micro-environnement-là qui est inflammatoire et le sucre participe à le maintenir. Donc, l'insuline et les réponses inflammatoires qu'elle induit jouent un rôle déterminant à différents stades du développement de la tumeur, notamment au niveau de l'initiation tumorale, de la promotion tumorale, de son côté malin, de l'invasion, donc de l'avancée, et du potentiel de métastase. L'inflammation affecte également la surveillance immunitaire et les réponses au traitement. Et ça, c'est important parce que là, moi, je travaille vraiment dans une approche qui est intégrative et qui est complémentaire. Puis ça, c'est quelque chose qui m'interpelle personnellement de dire, je peux changer la réponse au traitement conventionnel par une démarche alimentaire qui est structurée et qui est ciblée. L'hyperglycémie va activer certains facteurs inflammatoires qui sont nommés ici. Et l'inflammation est un facteur très bien établi de tumorigénèse précoce qui accompagne la plupart des cancers, sinon tous. Donc, quand je mange du sucre, le pancréas sécrète de l'insuline. L'insuline amène la création de facteurs de croissance et aussi j'augmente les récepteurs d'insuline sur la surface de mes membranes. Okay? L'intervention des récepteurs d'IGF va réguler le cycle cellulaire. Ça, c'est quand je réplique une cellule, je fais un cycle cellulaire, j'ai plusieurs étapes. Donc, je vais le réguler de façon à entraîner la survie cellulaire, la motilité aussi de la tumeur, puis ses capacités d'adhésion et de migration. Il y a une voie on appelle ça une voie de signalisation dans les cellules tumorales. C'est probablement celle qui est la plus présente dans tous les tissus tumoraux. Elle s'appelle la voie de la phosphoinositol 3 kinase. Il n'y aura pas d'examen à la fin. Okay? La PI3K-AKT. Ça continue. On peut en rajouter mTOR, IF. Tout s'enchaîne, à un moment donné, là, dans le casse-tête tumoral. Cette voie-là de signalisation, c'est la tempête parfaite parce qu'une fois que ça c'est activé, je maintiens toutes mes enzymes qui participent à venir me nourrir avec la fermentation du sucre, je les surexprime. Okay? Je crée à partir de cette voie-là tous les facteurs de croissance sur lesquels on a des thérapies ciblées. Hein, ce que Dr Larouche présentait ce matin. Okay? C'est un peu c'est l'embûche dans un tableau. Une fois que ça c'est allumé, il faut qu'on ait un outillage qui est vraiment multifactoriel pour pouvoir éteindre le plus possible cette voie-là, parce que c'est un promoteur de croissance. Okay? Je vais vous le remettre en tableau tantôt, cette voie-là ici. Donc, j'achève pour ce qui est sucre, là, pour insuline, mettons. Là. Donc, la cellule qui a cette voie-là de signalisation qui est activée va subir une mort cellulaire rapide si on lui coupe son carburant. Donc, si je fais un changement alimentaire et que je fais chuter, comme présentement, tout en hypoglycémie, là, hein, on est en train de désactiver ça ici. Okay? Ensuite, le niveau élevé d'expression des récepteurs qui sont analogues à l'insuline confère aux tumeurs une résistance accrue à la radiothérapie. Ça va augmenter les complications aussi qui résultent de la chirurgie et de la chimiothérapie, ce qui va affecter votre qualité de vie et la survie du patient. Fait qu'on va voir que c'est une stratégie qui est complémentaire à 100%, ce que je vais vous présenter en deuxième partie. La réduction de l'expression de ces facteurs de croissance-là, IGF-1, peut être mortelle pour les cellules tumorales. Donc, si je
J'avais un anglicisme, si je le diminue. Sinon, ça ne sera pas nocif pour ce qui est sain. Fait qu'on a tout avantage à initier une réflexion par rapport à ça. Okay? Il y a plusieurs traitements du cancer, d'ailleurs, qui visent à inhiber certains réseaux de signalisation qui sont impliqués via l'activation de l'insuline. Donc, on a un chercheur très intéressant qui s'appelle Thomas N.C. Fried. Il est au Collège de Boston. C'est un chercheur qui s'intéresse énormément aux tumeurs cérébrales. Son animal est aussi une souris, là, son animal de laboratoire d'expérimentation. Et il a fait des corrélations très intéressantes sur ce que je viens de vous exprimer. Fait qu'on a un aspect un peu plus visuel. Donc, vous avez dans le premier tableau la quantité en millimoles par litre de glucose présent dans le sang versus la sécrétion des facteurs de croissance qui dépendent de l'insuline. Fait qu'on voit qu'il y a une corrélation, il y a un travail de synergie qui travaillent ensemble ici. Et que plus j'ai... Donc, le point de départ, c'est je mange du sucre, je fais des facteurs de croissance d'insuline. Et dans mon deuxième tableau, plus j'ai de facteurs de croissance analogues à l'insuline, plus ça va augmenter mon poids tumoral. Et ça, c'est par rapport à un astrocytome qui avait été identifié ici, ce tableau-là. Ça va pour le rythme? Okay. Parfait. D'autres petits tableaux. Okay. Je vais me répéter. C'est bon, la répétition, ça rentre dans l'hippocampe. C'est bon, on retient. Donc, quand je mange du sucre, le glucose, je fais intervenir l'insuline. L'insuline fait intervenir mes facteurs de croissance, d'abord, et des récepteurs, parce que mon insuline a besoin de récepteurs pour faire rentrer mon sucre dans ma cellule. Donc, j'ouvre les valves quand je mange du sucre et via l'insuline et les facteurs qu'elle crée, je vais augmenter la prolifération tumorale, je vais permettre à la cellule d'évader l'apoptose, donc de ne pas subir la mort cellulaire programmée. Je vais avoir la capacité d'augmenter mon petit réseau de capillaires pour venir m'approvisionner, ce qui va me permettre d'infiltrer le tissu et de progresser via la création d'une métastase dans un tissu distant. Vite, vite, vite. Okay. Pour finir la première partie, comme je vous disais tantôt, on a parlé d'insuline, tout ça. Ma molécule de glucose, qui est transformée toujours en pyruvate, dans ma cellule tumorale, elle va préférer créer de l'acide lactique. On va voir que l'acide lactique, c'est... Ah, oh, misère! Attends, je vais regarder. OK. OK. Donc, mission impossible. OK. Pyruvate va surtout me servir à créer de l'acide lactique. Donc, 90% de ma consommation de sucre sert à créer cet acide-là, l'acide lactique, parce que ça va me servir de façon très, très stratégique. Donc, rapidement, pourquoi la cellule tumorale crée de l'acide lactique? On estime que la cellule tumorale produit jusqu'à 40 fois plus d'acide lactique que les cellules normales. L'acide lactique, une fois qu'elle est rejetée à l'extérieur de la cellule, elle va créer un environnement qui est acide. Cet environnement acide-là va permettre d'endommager les tissus qui sont autour et va venir paralyser mon système immunitaire. Quand j'ai tout fonctionne par pH dans le corps. Si on change le pH, je vais changer toutes les activités cellulaires et systémiques. Donc, quand la cellule tumorale choisit de fermenter le glucose, c'est parce que, plutôt que d'utiliser la voie payante de la petite bébite mitochondrie, c'est qu'elle sait qu'en fait, elle sait, en tout cas, ça fait partie de sa stratégie, que son acide lactique va lui permettre de survivre et d'empêcher l'immunité de s'approcher pour venir la détruire. Et le fait d'endommager l'environnement autour va lui permettre d'avancer, de progresser et potentiellement rejoindre un autre tissu via la métastase. Okay? L'acide lactique, quand elle est à la hausse, il y a une protéine qu'on appelle la métalloprotéinase matricielle qui permet à la cellule d'adhérer, okay? Puis après ça, d'envahir le tissu, parce que tout commence par être petit, puis à un moment donné, ça prend du volume. Fait que c'est une autre stratégie que la cellule tumorale se donne à partir de la fermentation du glucose via l'acide lactique pour permettre la progression de l'unité. Donc, un petit visuel. Quand je mange du sucre,
Ma cellule tumorale va l'utiliser via la glycolyse. Ça crée de l'acide lactique et l'acide lactique crée un environnement qui est parfait. J'acidifie l'environnement, je favorise l'angiogénèse, je vais paralyser le système immunitaire. L'acide lactique, qu'on appelle aussi lactate, peut retourner au foie et le foie le retransforme en sucre. Okay? Fait que c'est une roue qui tourne. Okay? C'est très autonome. Ça active certains facteurs, tous les facteurs de croissance, là. Augmente aussi la synthèse des métalloprotéinases qui vont permettre de venir coller sur le tissu puis d'envahir le tissu adjacent. Va augmenter la résistance au traitement puis augmenter l'agressivité de la tumeur. Donc, je vous refais un autre petit recap en 3 niveaux. Okay? Pour ceux qui ne me suivent pas pantoute. Le premier, c'est pour les gens qui me disent « OK, ben là, moi, Véro, je n'ai jamais étudié en biochimie, en biologie, en physiologie. J'ai à peu près 50 nouveaux mots dans mon vocabulaire depuis que je t'écoute, okay? Mais je ne sais pas trop, je suis un peu perdue. » Fait que ça, je vais vous le présenter pour vous autres de façon simplifiée. Ensuite, pour les gens qui disent « Ouais, OK, ça me dit quelque chose. Okay? J'ai déjà vu ça, mais ça fait longtemps. J'ai déjà fait des cours de biologie au cégep, mais c'est un peu loin. Puis, 3e niveau, c'est pour les experts. C'est pour ceux qui connaissent très, très, très bien ça, qui sont en recherche ou dans le monde médical. C'est ma synthèse simplifiée. Okay? Donc, grosso modo, quand je mange du sucre, ça crée une hyperglycémie. Mon sang devient sucré. Le fait de créer la condition hyperglycémique vient inhiber les gènes qui suppriment les tumeurs, qui me protègent. Et je viens activer les gènes qui sont promoteurs de tumeurs, qui vont être favorables à la croissance tumorale. Donc, quand je mange du sucre, ça crée une hyperglycémie. Puis l'hyperglycémie, elle arrive toujours à la fin des repas, là, okay? Peu importe ce qu'on mange. Il faut juste faire attention à ce qu'on choisit de manger. Ça fait intervenir mon insuline. L'insuline, comme je vous l'ai dit tantôt, augmente des facteurs de croissance qui fait augmenter l'entrée de carburant au niveau de ma cellule tumorale. Ça favorise l'activité cellulaire, le développement tumoral, la progression tumorale, l'invasion, puis l'évasion du système immunitaire. 2e niveau, pour ceux qui ont envie que je mette un peu plus de viande autour de ça. Okay. On reprend un petit peu la même information. Donc, quand je mange du sucre, je crée une hyperglycémie dans mes facteurs qui sont de protection. Okay. Pour aller un peu plus en détail, il y a je ne vais pas toutes les expliquer parce que là, avec le 15 minutes, ça se peut pas. Okay. Il va falloir que je revienne l'année prochaine. L'AMP kinase, qui normalement, elle est activée quand on a une restriction calorique, ce qui n'est pas le cas quand on est en hyperglycémie. Ma protéine P53, celle qui surveille ma réplication génétique au niveau cellulaire, et la voie du pétène qui vient inhiber la glycolyse et tout ça est inhibé quand je mange du sucre. Bon, quand je mange mon sucre, ça peut passer soit via l'insuline, soit via d'autres transporteurs qui sont parfois sensibles à l'insuline et parfois pas, qu'on appelle les glutés. Ça fait intervenir des récepteurs d'insuline, des facteurs de croissance, mon IGF, et la voie de signalisation que je vous disais tantôt rapidement, la phosphoinositol 3 kinase, AKT-mTOR. Ça, c'est la tempête parfaite. Quand ça, c'est activé, et c'est activé dans l'ensemble des tissus tumoraux, là, cette voie-là crée l'autosuffisance, la prolifération soutenue et indépendante. Ça fait vraiment une unité tumorale qui ne dépend pas en tout de son environnement, mais qui est vraiment autosuffisante. Donc, cette voie-là, une fois qu'elle est allumée, tout ce que je vous ai dit tantôt, je maintiens la glycolyse active, l'angiogénèse, ma capacité d'envahir, de migrer plus loin dans le corps, d'augmenter mon volume, mes facteurs de transcription, d'avoir une réplication cellulaire qui est soutenue et augmenter la résistance au traitement. Et va diminuer la mort cellulaire programmée, donc je vais avoir une survie pratiquement éternelle, et je vais réduire la réponse immunitaire. Il y a dans ce tableau-là, oui, je vous ai fait des petits ajouts, là, NF-κB, ça c'est tout ce qui est facteur inflammatoire, puis en bas de la voie du mTOR, on a le IF. C'est un facteur qui est une épine dans le pied en traitement. Le IF, c'est un facteur qui est relié à la concentration d'oxygène dans une tumeur. Et comme la tumeur, je vous fais ça vite, là, une tumeur se développe très rapidement, elle prolifère rapidement, elle crée des poches qu'on appelle hypoxiques.
où ce qui manque d'oxygène. Et ça, quand une tumeur a grossi rapidement puis qu'elle a beaucoup de ces poches-là, la radio ne peut pas pénétrer. Donc, on ne répond pas au traitement ou on est beaucoup moins réceptif à. Okay? Puis ça limite aussi l'entrée, la perfusion de la chimiothérapie. Okay? Fait que c'est une limite, c'est une épine dans le pied que, on va voir que si je mange beaucoup de sucre, peut-être qu'il y a des chances que ça modifie ma réaction au traitement. Et bon, ça, c'est pour les experts. Okay? On ira prendre un café. Okay? Je suis assez fière de ça. Ça m'a pris une bonne après-midi. Grosso modo, c'est la même information, mais avec beaucoup plus de facteurs, d'éléments qui sont additionnés. Je n'aurai pas le temps de passer à travers ça, mais bon, vous avez là, des facteurs de croissance là, dans l'extrémité là, droite du tableau. Et ce sont là que travaillent en fait les... Non, je refuse 5 minutes. Là, okay? Je coupe la période de questions. Okay? J'ai 15 minutes. C'est là que travaillent les traitements ciblés. Hein? C'est sur ces facteurs-là, là, la ligne verte, entre autres, là, puis la longue colonne bleue qui est la dernière du tableau. Là. Fait que c'est là que vient intervenir les facteurs, le traitement ciblé. Mais on va voir que c'est quelque chose que je pourrais aussi influencer via mon assiette. Bon, là, il faut que j'enclenche sur l'assiette, là, tu sais. OK, blablabla, grosso modo, plus tu manges de sucre, plus ton poids tumoral va augmenter. Le deuxième tableau, rapidement, parce que pour moi, c'est une richesse, c'est un client que j'ai suivi pendant une année. C'était pas une tumeur cérébrale, c'était un type de leucémie assez rare. Et son hématologue était volontaire. Bien, évidemment, on faisait des prises de sang fréquentes aux 3 semaines. Puis, on a monté un tableau que je trouve vraiment intéressant parce que son IgM, la petite ligne grise, c'est son facteur de croissance tumorale, de progression de la maladie. Et moi, j'ai fait une corrélation avec son taux de sucre. Oui? Fait que je trouve ça assez spectaculaire puis assez indicateur qu'à chaque fois que j'avais une montée de taux de sucre, j'avais une progression de la maladie aussi, okay? Au niveau de la leucémie. OK, on résume grosso modo. Je l'ai dit, OK, tous les avantages. Blablabla. On va parler de l'assiette. OK? Juste pour vous dire, vite, la glycolyse, hein, c'est une cible qui est exploitable. Ça fait partie des capacités de la cellule tumorale. Hein. Fait que ça, c'est quelque chose qui est déjà bien connu et qui peut être adressé par des médicaments. Fait qu'on en a certains qui sont utilisés ici au Québec. Il y en a d'autres, ça vient plus de l'Europe. Mais on va, dans le cas de ma présentation aujourd'hui, mais la glycolyse, c'est aussi une cible exploitable par une diète qui est stratégique. Donc, est-ce qu'on va nourrir le cancer à pleine bouche ou est-ce qu'on va l'attaquer à coups de fourchette? Je vous propose la fourchette. Donc, si je mange du sucre, j'enclenche la glycolyse, ça permet la progression du cancer. Si j'ai une consommation qui est hautement réduite en glucides, je réduis le glucose disponible, ma cellule ne peut pas jouir de sa glycolyse, donc mon unité tumorale va régresser. Donc, j'ai besoin d'une stratégie alimentaire. C'est ce qui s'appelle la diète cétogène. Ce n'est pas la seule approche, mais c'en est une vraiment qui est très en vogue. Elle consiste à perturber l'approvisionnement énergétique des cellules cancéreuses par une réduction majeure du glucose et par conséquent, modifier le micro-environnement de la tumeur afin de défavoriser sa progression. Oups. OK. Les cellules utilisent de façon préférentielle le sucre. Okay? Si on mange moins de sucre, ça ne veut pas dire que je vais entraîner une mort cellulaire. Hein? Le corps, dans l'histoire de l'humanité, hein, on a été, nous peut-être pas, là, mais nos ancêtres ont traversé des époques où il y avait beaucoup moins d'approvisionnement alimentaire. On a peut-être survécu à certaines famines ou en le temps de la guerre où on avait une restriction calorique. Donc, la physiologie humaine avait prévu une voie alternative pour nourrir les cellules et c'est par la création de corps cétoniques. Quand je n'ai pas de glucose disponible, le foie va venir chercher le gras que je mange ou que j'ai de stocké. Je vais le faire transformer en ce qu'on appelle un corps cétonique, donc c'est toute l'approche cétogène. Ça rend cette unité-là disponible pour mes cellules qui ont la capacité de brûler le gras.
Okay? Et c'est une énergie qui est très propre. Elle crée beaucoup moins de déchets métaboliques et elle crée beaucoup plus d'énergie que si je consommais du sucre. Donc, on ne tombe pas à pas de batterie quand on fait un changement alimentaire. C'est juste que je vais avoir un certain temps où mon métabolisme doit se réajuster. Okay? Mais il n'y a rien de dommageable ou de pathologique, à part d'une condition de santé là, qui demanderait une révision. Là. Mais pour Pierre Jean-Jacques, là, on est tous capables de faire ça. Si on s'en va en forêt puis on se perd, bien, grand merci que je sois capable de faire ça. Étant herboriste, je mangerais bien des racines. Okay? Fait que si vous vous perdez dans le bois, appelez-moi, je vous donnerai un coup de pouce quoi manger. Puis les baies à ne pas manger. Okay? Donc, pourquoi est-ce qu'on parle un peu plus de l'approche cétogène dans un cas de tumeur cérébrale? Grosso modo, c'est qu'il y a une enzyme qui est requise pour métaboliser les corps gras, les corps cétoniques, que le glioblastome et les gliomes ne sont pas capables d'utiliser. Okay? Donc, si je transfère mon carburant du sucre au corps cétonique, bien, la cellule tumorale, elle va se retrouver drette sec. Elle n'aura plus accès à son carburant, tandis que les cellules saines, les cellules gliales qui sont saines et les neurones ont la capacité, eux autres, de faire, sont des consommateurs hybrides, sont capables de faire ce switch-là et de se nourrir d'acides gras de corps cétonique. De quoi se compose l'assiette? C'est le deuxième ici. Donc, il faut que de 70 à 80 de mon assiette, de l'énergie, des calories que je mange, proviennent des gras. De 20 à 25 seront des protéines et mon sucre sera de l'ordre de 5 à 10 okay? Puis qui dit gras, hein, dit pas juste de manger du bacon matin, midi, soir. Là, il y a des choix aussi qui sont plus santé que d'autres. Okay? Donc, on va miser sur quoi? Vous pourrez regarder peut-être de façon plus approfondie là, ma présentation dans un mois. Là. Okay? Je vous fais un petit exemple de menu. Moi, à la clinique, je ne porte pas tous les chapeaux. On est une équipe. Ah, vous voulez que je recule? Hein? C'est ça? Hein? Ben oui, hein? OK. OK. Ben, je jase, OK, pendant ce temps-là. Okay. À la clinique, je ne fais pas cavalier seul. Hein, je ne porte pas tous les chapeaux. On est une équipe multidisciplinaire. C'est bon? Okay. Et pour accompagner les gens pour la structure de l'assiette versus les goûts aussi, là. Oups, excusez, M. Godbout, j'ai passé right through. Voilà. OK, c'est bon. Donc, je travaille avec une doctorante post-doc en sciences alimentaires pour s'assurer vraiment que l'assiette ne soit pas juste fidèle au ratio, mais qu'elle ne crée pas non plus de carence au niveau des nutriments essentiels. Okay? L'idée, c'est pas juste d'être en cétose, c'est de pas non plus s'appauvrir en magnésium, en potassium, puis en tout ce qui est essentiel aussi pour créer la santé. Donc, un exemple de menu, ça a l'air de quoi? Manger cétogène, vous allez voir, c'est vraiment super bon. Parce que le goût se cache dans le sel et dans le gras. Puis les corps cétogènes étant diurétiques, on doit augmenter le sel dans l'assiette. Puis le gras est vraiment ce qui va capter la saveur. Fait que c'est très, très bon comme diète. Donc, un exemple de petit déjeuner, on vous donne les recettes à la clinique, bien sûr. Là, c'est pas plate. C'est vraiment pas plate. Un dîner au pétanque avec des légumes, puis de la mayonnaise, puis de la vinaigrette, puis tout ça. Un souper de frittata avec un petit peu de fromage, pour ceux qui tolèrent bien le fromage, là, des légumes, puis tout ça. On a des collations également. Oups, passer à tous à collation. Ça, c'est un peu plus plate comme collation. C'est surtout la deuxième, là, en bas. Là. Donc, ça respecte le profil, mais aussi la valeur nutritionnelle de ce qu'on doit préserver pour être en santé. Donc, ça vous donne un petit aperçu. Donc, c'est pas parce que je mange du gras que je vais basculer en cétose. La cétose, c'est quand ma cellule, au lieu d'utiliser le sucre, va utiliser les corps cétogènes. Il faut que j'aie une structure dans mon assiette. Il ne suffit pas de manger 2 morceaux de bacon puis se croiser les doigts. Okay? Il faut que j'aie un calcul. Donc, il y a une discipline autour de ça qui prend un petit peu de temps au début là, parce qu'on doit sortir la calculette. Il y a des applications qui existent pour faciliter. On doit avoir les glucides nets. Les glucides nets sont quand on regarde une étiquette, quand j'achète un produit à l'épicerie, je regarde les totales glucides moins les fibres.
Je ne regarde pas les sucres, étonnamment, parce que les sucres sont inclus dans les glucides. Donc, ça, c'est l'information que je n'ai pas besoin de calculer. Donc, je prends les glucides totaux, j'enlève les fibres. Les fibres, on ne les absorbe pas. Hein, c'est de la nourriture à bactéries intestinales. Donc, je vais enlever cette valeur-là nutritionnelle. Donc, ça s'appelle un glucide net. Donc, je vais réduire de 12, si j'ai vraiment un besoin imminent d'entrer en cétose, 12 grammes à 25 grammes par jour. C'est la façon stricte de le faire. Il y a des gens qui ont un métabolisme qui est très flexible. On va être capable d'augmenter ces glucides nets-là jusqu'à 40 grammes sans perturber l'état de cétose. Mais ça, c'est de la particularité biochimique qu'on va faire avec ces gens-là. Donc, j'ai besoin d'avoir un taux de glucose à jeun qui est assez faible, qui n'est pas de l'hypoglycémie. Vous ne tomberez pas dans le coma. Okay? De toute façon, votre corps va utiliser le gras. Okay? Vous ne tombez pas en banqueroute. Là. Okay? Mes calculs de protéines vont se faire de façon à respecter le degré d'activité physique. Et je ne veux pas manger non plus trop de protéines parce que mon foie va utiliser le surplus de protéines pour créer du sucre. Okay? Fait que tout doit être calculé. Évidemment, j'avais comme plein d'autres choses à vous dire, surtout par rapport au jeûne. J'ai tout enlevé ça. Je vois bien que j'ai bien fait de l'enlever. J'aurais jamais eu le temps. Mais bon, l'année prochaine, je vous parlerai de l'importance du jeûne. Là. Mais le jeûne, c'est une façon d'épuiser rapidement toute la réserve de sucre qu'on a au niveau des muscles et au niveau du foie pour accélérer l'entrée en cétose. Okay? Fait que ça, c'est une voie qu'on peut... puis... il n'y a pas de universal shoe size, là. Ça ne fait pas pour tout le monde. Fait que là, il faut voir avec vous. Là. Les gens qui ont la capacité de faire un jeûne, bien, ça va accélérer ce processus-là. Okay? Toutes les diètes cétogènes que vous voyez sur Internet, parce que c'est très en vogue, ne sont pas toutes équivalentes, surtout pas pour une approche de cancer. Dans une approche de cancer, on va favoriser une restriction calorique. Donc, une approche cétogène, mais qui ne sera pas du 8000 calories par jour. Là. Okay? Parce que tout ce qui est excédentaire, le foie va le retransformer en sucre. Donc, ça annule totalement les bienfaits. Fait qu'on va proposer, tout dépendamment de l'individu puis du défi de santé qu'il a là, versus la tumeur, une réduction qui pourrait être de l'ordre de 30 à 40 %. Puis on verra, on va monter l'assiette en conséquence. Là. On va garder une vie active, mais sans plus. Okay, puis tout l'avantage de cette diète-là, c'est vraiment pendant les traitements de chimio et pendant la radiothérapie. Comme je vous ai dit, ça lève le frein qui fait que vous avez un moins bon rendement, une moins bonne réponse. Fait que c'est tout à fait compatible, cette approche-là. OK. On va passer ça. Le même médecin, docteur, il n'est pas médecin, Dr. Thomas Seyfried de Boston a fait aussi, sur ses petites souris, une analyse par rapport à 3 types de diètes. Hein. On a le Standard Diet Unrestricted, fait que tu manges ad libidum, là, je dirais, tu manges tant que tu as faim, puis tu manges ce que tu veux. Hein, peu importe patate, c'est inclus. Après ça, il y a exposé, on a une tumeur au niveau souris, puis on a une tumeur au niveau d'un tissu humain. La colonne bleue, c'est une approche cétogène, mais qui n'est pas restrictive. Donc, on peut manger 8000 calories en respectant les ratios de l'assiette. On voit que ça a un petit impact, mais c'est pas payant, là. Okay. Mais quand on fait une approche cétogène restrictive, donc on va enlever un 30-40 % dans le volume des calories dans une journée, on a tout un impact qui est très, très, très favorable à ce moment-là. C'est une image, un astrocytome qui, ça a l'air spectaculaire, c'est quasiment une baguette magique, là, quand on regarde le résultat. Elle a diminué de 80 % en 3 jours. Une souris a un métabolisme hautement plus rapide que le nôtre, fait qu'on ne peut pas s'attendre à 3 jours là, pour avoir des résultats comme ça. Mais les études animales sont très informatives. Hein. Ce n'est pas toujours prédictif, mais c'est très informatif. Là. Fait qu'on a quelque chose d'intéressant ici. Quand on fait une approche, vraiment 5 minutes, j'ai fini, on va aller manger après. On va aller jeûner après. Quand je fais une approche cétogène, c'est pas, puis en accompagnement, ça je le remarque beaucoup, c'est pas tous les gens qui font cette démarche-là qui ont une facilité à entrer en cétose. Des fois, le corps résiste beaucoup. Fait qu'il faut qu'on soit capable de mesurer
de faire une mesure. Il y a différents outils qui existent sur le marché. Celui que je préfère, celui qui est utilisé dans les centres intégratifs en cancérologie aux États-Unis, c'est le Precision Extra. C'est comme une prise de glycémie. On peut prendre la glycémie, puis on peut prendre aussi les corps cétogènes sur la même bandelette, puis on fait un ratio. Puis un ratio à respecter pour rentrer vraiment dans un tableau où on peut faire c'est manageable growth, là. On peut affecter la croissance tumorale dans un ratio très précis. C'est juste pour vous dire que c'est important de mesurer quand on fait cette approche-là pour être sûr d'être pile poil. Tant qu'à faire tous les efforts, il faut que ce soit payant. Il y a des petites précautions à prendre. C'est plus au niveau de la quantité des protéines, au niveau du fait que c'est déshydratant, il faut augmenter le sel. Le magnésium, le potassium sont aussi des électrolytes qui vont fuir avec l'urine. Ça peut donner certaines crampes pour les gens. On va pallier à ça dans une construction d'un menu qui est complet. On va dire de faire attention au café. Ça fait des fluctuations de glycémie pour les gens qui le métabolisent moins bien. On a un peu une épine au pied de notre côté, dans le sens que les gens, quand vous êtes en traitement, vous prenez du dexaméthasone ou du décadron, vous prenez des glucocorticoïdes. Les glucocorticoïdes vont freiner l'entrée en cétose aussi. Ça fait partie de la réalité du traitement qu'on respecte totalement. On va dire qu'il va falloir travailler différemment quand on a ça aussi, parce que ça vient empêcher un peu tout le bénéfice en arrière des efforts. Il y a certains types de sucres qu'on va tolérer. Ce sont des sucres qui n'affectent pas du tout la glycémie, qui ne demandent pas du tout d'insuline. C'est la stevia, l'érythritol et le fruit du moine, le monk fruit. Donc, ça, vous verrez, là, c'est les gens pour qui ça s'applique moins, cette approche alimentaire-là, ça demande un suivi qui est plus soutenu. Et je conclus vraiment avec les bénéfices, 5 minutes, juré craché. Les bénéfices de cette diète-là en détail, ça déstabilise l'ADN des cellules cancéreuses. Vous avez suffisamment d'informations pour aller valider cette information-là. La voie d'activation qui est la tempête parfaite, qui permet à la cellule tumorale de s'exprimer, de croître, de répliquer et de migrer dans le corps, qui est la voie initiée par l'insuline, qui entraîne la phosphoinositol 3 kinase, la KT, le HIF, qui est ma petite poche d'hypoxie, qui empêche mon traitement de pénétrer dans l'unité tumorale. Tout ça permet de réguler de façon négative. Donc, j'ai un impact sur la prolifération de la cellule, sur l'évasion de l'apoptose et sur l'angiogénèse. Donc, je viens tout réorganiser cette structure-là. Ça réduit la synthèse de facteurs de croissance et ce sont les facteurs de croissance qui sont ciblés par les traitements ciblés que Dr Larouche nous parlait ce matin. Donc, par une diète, je peux aussi accompagner ce traitement-là pour qu'il soit plus rentable. Ça restaure l'apoptose, donc la capacité de la cellule de s'auto-éjecter, on va dire ça de même, là, de mourir. C'est quelque chose qui est capable, via la mitochondrie, on est capable de réactiver cette mort cellulaire-là pour qu'elle arrête de croître et de proliférer, de faire des cellules filles. Ça va réduire l'angiogénèse, donc la capacité de venir approvisionner la cellule de petits vaisseaux sanguins pour nourrir. En fait, c'est tous mes capacités puis mes caractéristiques du début, là. C'est ça. C'est l'approche cétogène. Je suis capable d'avoir vraiment une visée très thérapeutique avec cette assiette-là. Ça vient jouer aussi comme facteur épigénétique sur l'expression des gènes. Donc, mes gènes qui sont supprimés, qui devraient normalement me protéger, je suis capable de les réallumer avec cette approche-là. Ça, c'est via l'inhibiteur d'histone désacétylase. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je réduis l'acide lactique, donc tout l'environnement qui réduit l'entrée du système immunitaire pour venir digérer la tumeur et m'en débarrasser. Je viens faire lever le voile là-dessus. Je réduis l'inflammation. C'est extraordinaire. J'ai aussi, et ça, c'est
c'est vraiment un frein en cancer, le phénomène qu'on appelle la cachexie. La cachexie, c'est ce qui tue de 50 à 80% des patients atteints de cancer. C'est quand, on appelle ça en anglais « the waste from within ». C'est quand il y a un catabolisme presque complet des muscles et que la personne va avoir une maigreur qui, malgré l'alimentation, malgré les traitements, je veux dire, il y a c'est ça, c'est comme une disparition progressive, puis ça fait qu'on ne répond plus à aucun traitement. Okay? Et il n'y a pas de solution thérapeutique contre la cachexie, mais où il y a une diète alimentaire qui pourrait, qui a été quand même bien étudiée en arrière, qui pourrait faire un frein par rapport à ça. L'avantage, puis ce qui me porte à cœur, moi, c'est d'accompagner les gens qui sont sous traitement pour augmenter la rentabilité du traitement. Comme on l'a dit, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, dans le sens que c'est une maladie chronique. Il faut le voir maintenant comme une maladie chronique, le cancer. C'est quelque chose qu'on peut avoir des phases aiguës. Puis après ça, on veut surtout pas de récidive, mais nul n'est à l'abri. Fait que ce qu'on veut, c'est que du temps que vous êtes sous traitement, que vous répondiez le mieux possible pour qu'il y ait de moins en moins de résidus, qui est favorable à une régression, un retour plus tard. Et ça, c'est une approche alimentaire qui est tout à fait compatible avec ça. Donc, utiliser des corps cétogènes via les cellules, ça n'apporte aucun avantage pour les cellules tumorales, tandis que la cellule saine va être capable de s'adapter, donc il n'y a pas de perte. Il n'existe pas de médicament unique et non toxique pouvant à la fois adresser le métabolisme énergétique cellulaire, l'angiogénèse, relancer l'apoptose, réduire les facteurs de croissance et la métastase, mais il existe une démarche alimentaire non négligeable. Donc, ça, c'est matière à réflexion. Je vous laisse sur quelque chose que vous connaissez. Okay? Bon, OK, il y avait une affaire avant, là. Pour moi, le vrai pouvoir, j'ai fini. Okay? Le vrai pouvoir de l'alimentation, c'est en combinaison avec la thérapeutique. Selon moi, je trouve que le cancer, qui est une maladie qui est multifactorielle, pour moi, ça vaut une alliance. Donc, une approche intégrative permet de faire mieux ensemble. Et voilà, les équipes de recherche, voilà. Vous connaissez ça, hein? De l'ensure puis du boost. Je fais juste initier une réflexion. Hein. J'ai 35 grammes de glucides, j'ai 34 grammes de glucides par bouteille. Quand on parle de fermentation du sucre, qu'on essaie de limiter la consommation quotidienne entre 12 et 25 grammes, on a peut-être un problème ici. Okay? Fait que je vous ai mis ma recette de boost et d'ensure, okay, qui respecte, qui goûte super bon d'ailleurs, okay, qui ne coûte pas la peau des fesses, puis, mais qui n'est pas en vente aux gens coutus, okay, pas encore, qui respecte la pointe de tarte parfaite, puis qui permet d'amener aussi tous les autres nutriments là, pour avoir une pleine santé. Donc, c'est vraiment fini. Je vous laisse mes coordonnées si vous avez des questions. Je suis disponible. Puis là, je pense qu'il n'y a pas de temps pour les questions, mais je reste là. OK? C'est bon?